Bonjour à tous. On se retrouve sur une petite capsule vidéo aujourd'hui sur ce que j'appelais la méthode des marges. Donc, on est sur la série de slides numéro 10. Je vais directement basculer dessus, ce sera aussi simple. Euh, donc, la méthode des marges, c'est des histoires de balancement. Alors, j'en parle dans le cadre de la régression de Poisson parce qu'en fait, c'est une méthode qui avait été développée de manière assez ancienne et pas mal utilisée par les assureurs. Mais en fait, il s'avère que ça coïncide avec la régression de Poisson sur des variables factorielles. Donc je le mets comme étant un- associé au modèle de Poisson. En fait, ça a été développé en dehors du cadre poissonien. La seule chose, c'est que ça coïncide avec le modèle de Poisson. Et en fait, c'est une des propriétés du modèle de Poisson qu'on va retrouver ici. Euh, donc en assurance, on va retrouver ça dans l'approche qu'a proposée Bailey. Donc Arthur Bailey est un acteur qui a travaillé sur les problèmes de tarification. Et donc, à l'époque, on faisait des classes tarifaires. Donc, qui dit classe tarifaire dit qu'on régresse sur des variables factorielles. On a quelques variables factorielles et en regardant les croisements, on va récupérer des classes. Et la question, c'était combien est-ce que je fais payer à l'intérieur d'une classe. Donc, on ne va pas utiliser la moyenne empirique, on va essayer quand même de construire une espèce de modèle structurel. Et donc, le modèle que Bailey proposait, c'était un modèle très simple, c'était juste un modèle multiplicatif. Donc, ce qu'il disait, c'était donc, il n'y a pas de modèle probabiliste derrière. C'est peut-être un peu moi qui le rajoute de manière artificielle, mais l'idée, c'était juste de trouver la fréquence. Alors, c'était pas, comme il n'y a pas de modèle probabiliste, c'est pas estimé, mais c'est quelque chose qui s'approche du nombre de sinistres qu'on pense avoir. Donc, ce que disait Bailey, c'était quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je suppose qu'on a deux classes. Okay, donc, il faut repenser en termes de tableau de contingence. Hein. Donc, j'ai mes deux variables. Donc, je vais appeler ça L et C comme ligne et colonne. Okay. Donc, les lignes, ça peut être la région où on habite. Et J, ça peut être peut-être des classes de puissance de véhicule. Okay, donc, on a différents types de classes. Et ce qu'on va se demander, c'est combien est-ce que je pense avoir de sinistres dans cette classe-là, dans ce croisement de classe. Donc, à la fois les personnes qui habitent dans la zone J et qui ont un véhicule de puissance J, euh, en sachant qu'on a une certaine population dedans. Donc, le EIJ, ça va être comme toujours mon exposition, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se trouvent dans cette classe, c'est mon N, le nombre d'observations. Sauf que N, je le garde pour me modéliser mes nombres, mais c'est le nombre de personnes qui sont dedans. Donc, si jamais j'avais un modèle binomial, ce serait N. Okay. Donc, moi, je l'appelle exposition parce que c'est, je pense, plus simple et ça correspond mieux aux notations qu'on utilise en actuariat. Et à l'intérieur, on observe un certain nombre de sinistres. Okay. Et donc, ce que disait Bailey, c'était on peut se demander si jamais je n'ai pas un certain nombre de facteurs. Donc, on va retrouver des facteurs L1, L grand I, C1, C grand J, okay, donc qui sont mes facteurs lignes et mes facteurs colonnes qui vont apparaître. Et ce que disait Bailey, c'était juste de dire le nombre de sinistres que je pense observer dans cette petite classe, ce sera tout simplement l'exposition multipliée par quelque chose qui serait multiplicatif. Et le fait d'avoir ce modèle multiplicatif légitime d'autant plus notre modèle de Poisson avec un dialogue, donc ce Poisson avec une exponentielle des paramètres. Okay. Euh, mais voilà, Bailey le formalise jamais comme ça. Il dit juste on voudrait avoir pour tout I, pour tout J, quelque chose qui s'approche de ça. D'accord. Donc le NIJ, c'est ce que j'observe. La valeur de droite, ce serait ce que me donne mon modèle, et je vais utiliser ça. L'intérêt d'avoir un modèle, c'est qu'on a des choses plus robustes que de se dire je vais regarder combien il y a eu de sinistres l'an passé, je vais utiliser ça comme fréquence. Il suffit qu'il n'y ait eu pas de chance dans cette classe. On a une petite classe et qu'il y a peut-être un peu trop de monde qui a des accidents, dans ces cas-là, la prime va exploser. Donc l'idée du modèle, c'est d'apporter un peu plus de robustesse. Donc c'est l'intérêt de tous ces modèles paramétriques, en fait, de proposer des choses plus robustes que des modèles non paramétriques, où je ferai vraiment sans lissage, sans rien du tout, je prendrai vraiment les valeurs brutes. Donc globalement, en termes matriciels, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc L multiplié par C transposé me donne cette matrice qui serait finalement ma matrice du tableau de contingence, okay, qui me donnerait l'équivalent des probas d'avoir un accident. Okay. Le point, c'est une espèce de multiplication point pas terme à terme entre mes deux matrices. Donc je prends pour le terme IJ, EIJ multiplié par le terme IJ de ma matrice L, C transposé. Okay. Donc ce qui me donne exactement cette écriture-là. Donc c'est juste pour avoir une écriture un peu plus simple. Et avant de proposer la méthode de Bailey, on va juste regarder ce qu'on ferait maintenant qu'on connaît le processus, la régression de Poisson. Donc, si je connais la régression de Poisson, on a ce modèle qu'on va retrouver dans pas mal de slides que j'ai présentés, normalement dans les slides 21 qui correspondent
au modèle d'étude de mortalité. Donc, on essaie de comprendre combien de personnes décèdent compte tenu de la taille de la population pour un certain âge et pour une certaine année. Okay, donc, on peut faire des modèles démographiques dynamiques. Okay. Là, nous, on l'applique sur des problèmes de tarification, donc en statique, sauf que j'ai deux variables qui vont me donner cet effet ligne et cet effet colonne. Voilà. Je reprends aussi cet exemple de mémoire dans les slides sur les petits jeux de données, donc il doit être le slide 19, je crois, où on a peu de données, parce que typiquement, quand on agrège, quand on est sur un tableau de contingence comme ça, on a forcément moins de données que quand on a des données individuelles. Donc, les modèles, les modèles d'intervalle de confiance, en particulier qui reposent sur des théorèmes asymptotiques, c'est un peu délicat à utiliser. Donc, ce que je montre, c'est qu'on peut utiliser du bootstrap pour récupérer les intervalles de confiance. OK, donc ce modèle est finalement un modèle assez naturel une fois qu'on a compris un peu le processus de Poisson. Et l'intérêt de ce modèle multiplicatif, c'est que je peux l'écrire vraiment comme un modèle classique de Poisson, puisque donc c'est toujours la même chose, c'est toujours mon histoire de processus de Poisson, ou alors la propriété du fait que quand je somme des poissons indépendantes, je récupère une Poisson dont le paramètre est la somme des coefficients. Okay. Donc on récupère ce Poisson dont le paramètre sera l'exposition multipliée par ce qui se passe au niveau individuel, en fait. Donc, mon LICJ, je vais le mettre sous forme d'un modèle exponentiel d'une somme, de manière à faire explicitement apparaître un modèle linéaire et généralisé, puisque je travaille sur une loi de Poisson avec une transformation exponentielle ici. Donc, on est vraiment dans cette classe de GLM. Okay. Donc, je le fais dans un cadre, alors qui n'est plus le cadre d'assurance. Je reviens sur les données que j'avais utilisées, qui est la base Affairs, du papier de fer. Et on va essayer de voir ce que nous donne ce modèle, enfin, ce que nous donne cette régression logistique, et puis on appliquera en fait le modèle de Bailey par la suite. Donc, première étape, c'est de constituer cette base de tableau de contingence, en fait. Donc, comment je le récupère? Donc, on a cette fonction xtab. Donc, je ne peux pas utiliser table, parce que table se contente de compter combien d'observations j'ai de chacun des types. Donc, ça peut marcher pour juste compter les nombres d'observations, mais quand je vais vouloir compter le nombre de Y, c'est un peu plus tordu. Okay. Donc Xtab me permet de récupérer le nombre d'observations qui vérifie une certaine caractéristique, ou la somme d'une certaine variable. Donc ici, j'ai ma somme de Y par rapport au facteur religieux et par rapport au facteur satisfaction. Donc, ce qui va me donner cette table-là. Et dans l'autre, en fait, je mets juste des 1. Donc, dans le premier, j'avais dans la seconde table avec les Y, j'ai des 0 et des 1. Donc, je somme mes Y, ce qui va me donner le nombre de Y. Donc, à l'intérieur, ce que j'ai ici, c'est mes NIJ. Okay, chacune des valeurs est un NIJ. Ici, j'ai besoin d'avoir des EIJ. Donc, en fait, ce que j'ai besoin de compter, ce n'est pas de sommer mes Y, c'est juste de compter combien j'ai d'observations. Mais ça, c'est ce que j'obtiens si jamais, au lieu d'avoir des 0, 1, 2, 3 pour mes Y, j'avais juste des 1. Dans ces cas-là, en sommant toutes ces variables, je récupère N. E. Okay. Donc en fait, ce que je crée, c'est un vecteur qui est un vecteur avec que des 1, puisqu'en fait, je dis juste est-ce que cette variable est positive? Et comme toutes les variables sont positives, j'ai que des 1. Okay. Donc en gros, je fais un xtab sur 1 par rapport au facteur religieux et au facteur satisfaction. Sauf que je ne peux pas le faire sous R, ça ne marche pas. Donc j'ai créé de manière un peu artificielle cette petite base, mais cette petite fonction pour pouvoir récupérer ma table. Donc ici, on a toutes les infos dont on a besoin. On a les EIJ, et on a les NIJ. Et ce que dit Bailey, c'est de dire, on va tenter un modèle qui serait le modèle en NIJ étoile, où je vais juste dire que c'est un EIJ et j'ai un LICJ. Voilà. Donc, ce que disait Bailey, c'est qu'il faut trouver une procédure pour trouver ces EIJ, parce qu'en fait, c'est un problème. C'est un problème de stats, en fait. C'est pas un problème c'est un problème d'approximation aussi, si on veut. Pourquoi? Parce que si je me retrouve avec 25 valeurs, des LI, j'en ai 5. Des CJ, j'en ai 5. Alors, on a un petit problème d'identification, dont je ne vais pas trop parler. Okay. Mais il n'y a pas unicité de mes LI et de mes CJ, c'est qu'il suffit de multiplier tous mes LI par 2 et de diviser tous mes CJ par 2 pour récupérer un modèle strictement équivalent. Okay. Donc, je ne sais pas d'unicité, donc peut-être qu'il faut rajouter en plus une contrainte. Okay. Donc, classiquement, on pourrait dire éventuellement que la somme des LI est égale à 1 ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais j'ai a priori, disons, 10 variables. Pardon, j'ai 10 paramètres à estimer. D'accord, donc j'ai 10 paramètres à estimer, j'ai 25 équations, donc je n'ai pas unicité de mes LI et de mes CJ. Okay, donc ce qu'on va poser, c'est un critère de, comme on faisait des moindres carrés, on pourrait se dire, je peux minimiser d'ailleurs la distance entre les NIJ
étoile de mon modèle et les NJ. D'accord? Donc, on va voir cette méthode que j'évoquerai tantôt, qui est l'idée de minimiser la somme des carrés et des erreurs, mais ce que proposait Bailey était assez différent. Okay. Donc, on a cette construction de modèles dans lesquels on dit, bah, je vais supposer qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Et l'approche par régression de Poisson consiste à dire, bah, en fait, je vais supposer que ce nombre-là suit une loi de Poisson, puis je vais juste faire du maximum de vraisemblance. Donc, c'est notre méthode pour trouver des coefficients optimaux. D'accord? On va se fixer un critère et le maximum de la vraisemblance est un des critères qu'on peut utiliser. Donc, premier modèle, donc je vais faire un GLM, okay, dans lequel je vais régresser ma variable y sur le facteur religieux, le facteur satisfaction, dans ma base. Okay. Donc, si jamais je fais ça, donc je prends la base de départ, okay, donc dans ma grande base dans laquelle j'avais mes données, donc j'avais mes y et mes deux variables, je peux faire ma régression et je les présente juste sous forme de table. D'accord? Donc, je vais juste récupérer la valeur agrégée, donc je fais mes prévisions et je les agrège sous forme de tableau de contingence. Okay. Bon, on va s'en donner un pour essayer de le suivre un peu tout le temps. Je vais juste revenir sur mon tableau de base. Donc, par exemple, ici. Okay, donc, ici, on en avait observé 13. Okay, on avait 56 personnes. On en observe 13. D'accord? Donc, que nous dit notre modèle? Notre modèle nous dit on est plutôt à 14,5. Okay, donc, ça, c'est ce que renvoie notre modèle de Poisson. Donc, ce que je m'amuse à calculer ici, c'est mes NIJ estimés par mon modèle. Okay, donc, c'est juste la somme de mes lambda chapeau, la somme de ce que prédit ce qui est prédit au niveau individuel pour chacun des individus. Je les agrège en sommant sur tous mes individus. Okay, donc, je somme sur tous mes individus mes prévisions données, donc mes lambda chapeau. Okay, puisqu'encore une fois, je suis sur ma base de données individuelles ici. On peut récupérer nos différents jeux de coefficients. Okay, donc, ce que je disais, c'est que j'avais derrière des AIJ et des BIJ. Okay, donc, je récupère mes A, donc mes coefficients A, donc je récupère tout simplement mon exponentielle de bêta 0 chapeau pour le premier, l'exponentielle de bêta 0 chapeau plus bêta chapeau 1 pour le deuxième, exponentielle de bêta 0 chapeau plus bêta chapeau 2 pour le troisième, etc. Donc, je continue comme ça, ce qui va me donner ce jeu de coefficients. D'accord, donc, je récupère ces coefficients-là pour mes coefficients AI, donc en fonction du niveau de religiosité. Puis, je peux faire la même chose pour les BJ. Alors, j'ai juste l'histoire de la première valeur qui va sauter, parce que je l'ai déjà intégré dans ma variable I. D'accord, donc je ne rajoute plus cette fois-ci mon bêta 0 chapeau. Okay, et je vais récupérer ces coefficients-là. Okay, et ce que je dis juste, c'est bah, si jamais je m'intéresse, alors on avait dit qu'on se plaçait ici, okay, en 2,5, bah, je vais prendre comme valeur l'exposition. Donc, je ne sais plus combien de personnes on avait peut-être une cinquantaine de personnes. On va quand même vérifier. On avait 56 personnes. Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 56 multiplié par mon coefficient AI. Donc, mon coefficient AI, je suis sur le deuxième, donc je vais prendre ce coefficient-là. Donc, ça, c'est mon A, I égale 2. Et je vais prendre mon mon BJ. Alors, je suis désolé, je fais un peu de confusion entre mes AI, BJ et mes LI, CJ. Okay. Donc, les A, c'est mes lignes, mes B, c'est mes colonnes. Et je vais récupérer le cinquième coefficient ici. Okay. Donc, si jamais je le fais un peu à la louche, AI, il est proche de 1, BJ, il est proche de 1 quart, donc on est à peu près à 1 quart de 50, okay, donc on est presque à 15, ça peut paraître acceptable. Okay, donc on récupère ce coefficient-là, donc qui va être mon NIJ étoile, donc encore une fois, c'est mon exposition multipliée par mon effet ligne et mon effet colonne. Voilà. Donc c'est ce tableau-là en fait, que je calcule ici, qui est ma prévision qui est donnée par mon modèle. Okay, donc ça a du sens, on a bien fait un modèle de type Bailey, donc en disant qu'on a une exponentielle multipliée par deux facteurs. Je peux le faire sur les données agrégées. D'accord, donc on a vu que le modèle de Poisson passait au regroupement. Okay, donc je peux faire une régression sur les groupes. Donc cette fois-ci, je travaille sur ma base B, qui était cette base où j'ai tenu compte des données agrégées. Donc je récupère mes observations, mon exposition, ma religiosité et mon niveau de satisfaction. Et je fais une régression là-dessus. Donc bien sûr, ça devient une régression avec une variable offset. Okay, puisque mes individus, cette fois-ci, j'ai tout regroupé. Donc, autant auparavant, chaque individu était présent une fois. Là, je les regroupe. Et donc, dans chacune des classes, je n'ai pas les mêmes tailles. Donc, je tiens compte de cette variable offset. Et on récupère très exactement la même prévision. Okay, donc, tout ça, ça avait été expliqué dans notre série de slides. Donc, l'équivalence entre la régression pondérée, la régression avec cette variable offset sur données groupées versus la régression sur données individuelles, mais les deux modèles coïncident. Okay, donc, je récupère très exactement la même prévision qui est que dans cette classe-là,
2, 5, je dois m'attendre à avoir 14,49 personnes qui ont une affaire extra-conjugale l'an passé sur les 53 personnes qu'on a dans la base. Donc on est exactement sur ce modèle où mon N chapeau. Alors je mets des chapeaux, même si encore une fois dans la formulation de Bailey, il n'y avait pas de notion d'estimation. Mais disons que comme ça coïncide, on va avoir une vision un peu moderne et se dire qu'on a un estimateur. Ok. Donc, revenons maintenant. Donc ça, c'est la version qu'on a un petit peu moderne en 2020 avec la régression de Poisson, mais il faut revenir à l'époque de Bailey. Donc encore une fois, Bailey fait ça avec, je ne sais même pas avec quoi d'ailleurs, il avait peut-être une espèce de table de calcul, il essaie de bricoler pour récupérer cette sortie de régression. Encore une fois, il n'est pas capable de faire un algorithme de Fisher sur un ordinateur à cette époque-là. Donc on est en 62. Donc ce qu'on suppose, c'est que le nombre d'observations qu'on s'attend à avoir doit être proche de ce modèle exponentiel multiplié par un effet ligne et un effet colonne. Et de manière assez naturelle, on peut avoir trois approches. Alors les deux approches classiques sont basées sur une minimisation des moindres carrés. Okay, donc on va se dire, je vais simplement regarder une différence entre ce que j'observe et ce que me donnerait mon modèle théorique. Okay, puis je vais regarder de manière à minimiser cette somme des carrés des erreurs. Okay, donc ça peut être une première solution. On peut se dire, alors je renvoie là aussi aux premières séries de slides sur le modèle de Poisson, c'est que cette métrique, elle n'est pas forcément pertinente. Okay, j'ai peut-être besoin de normaliser. Okay, encore une fois, si jamais j'observe une erreur de 5, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est que 5 dans un groupe de 5000, c'est tout petit, mais 5 dans un groupe de 7, c'est énorme. Okay, donc, je vais prendre la différence du carré divisé par les NIJ, étoiles. Donc ça serait plutôt une métrique de type Ki2. Okay, donc là, on est vraiment dans les approches un peu plus classiques de minimisation de distance. Okay, et Bailey propose quelque chose de totalement différent. C'est ce principe de balancement, sur lequel on insistera, mais son idée est juste de dire je veux récupérer des estimateurs qui me donnent la chose suivante, c'est que quand je regarde ici, dans mon tableau de contingence, ce que je veux, c'est que quand je somme toutes les valeurs que je prédis sur une ligne, la somme que je récupère ici, donc la somme des NIJ étoiles que je somme sur toute ma ligne, donc je mets sur la somme pour J égale 1 à grand J, doit être égale à la somme de ce que j'observe. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était une forme de cohérence, okay, qui consiste à dire que la somme de ce que je vais prédire sur une ligne, donc sur une ligne, ça veut dire dans une zone géographique donnée, coïncide avec ce que j'observe. Et il demande la même chose sur les colonnes. Donc il dit quand je somme sur les colonnes, je dois aussi récupérer la somme de ce que j'observe correspond à la somme de ce que je prédis. Et en fait, il tombe sur la régression de Poisson, puisqu'en fait, cette chose-là est une propriété de la loi de Poisson. Donc, encore une fois, j'ai ce modèle multiplicatif et j'ai cette contrainte qui est une propriété du modèle de Poisson, donc il n'y a pas non plus de grosse surprise à tomber sur la loi de Poisson. Mais c'était cette méthode que proposait Bailey et qui en fait est intéressante puisqu'on récupère quelque chose qu'on avait l'habitude un peu d'avoir dans les modèles de régression standard, qui est que les sommes d'observation correspondent aux sommes d'observation. Et ça, c'est une propriété qu'on aime bien parce que ça donne une certaine légitimité à nos estimateurs. On n'a pas de choses complètement aberrantes. Okay, on récupère des choses qui nous disent en gros la somme des résidus doit être égale à 0. Donc, je reviens un petit peu sur les différentes méthodes. Donc, première idée, c'est de faire une différence par moindre carré. Okay, donc, je passe un tout petit peu les détails, mais on récupère quelque chose qui va ressembler à ça. Autre idée, c'est la distance du Ki2. Donc, j'ai mon carré, puis je divise par la taille. Okay, je passe un tout petit peu ceux qui veulent creuser. Je pense que les codes sont en ligne sur le markdown du cours. Okay. Le point sur lequel je veux arriver, c'est la méthode de Bailey. Donc, ce que dit Bailey, c'est la chose suivante. Donc, c'est vraiment la somme de ce que je vais observer sur chacune des lignes. Okay, donc, pour toutes mes lignes, je dois observer que la somme de ce que j'observe correspond à la somme de ce que je me donne mon modèle. Et pareil, je dois avoir que pour tout J, donc pour toute colonne J, la somme de ce que j'observe tout au long de la colonne, donc pour toutes les valeurs de I, correspond très exactement à la somme de ce que je prédis. Donc ça, c'est intéressant, ça nous donne un certain nombre de contraintes et on va essayer de résoudre comme ça notre problème. Et l'avantage, c'est que le nombre de contraintes correspond au nombre de coefficients. Donc tout d'un coup, on a un modèle qu'on est capable d'identifier, à une histoire près qui est que je peux multiplier toutes les valeurs de L et diviser par les mêmes valeurs pour les valeurs de C, je récupérais la même chose. Donc on a juste un petit souci d'identification, mais là encore, cette contrainte supplémentaire, en fait, elle va être cachée sur le fait que quand je somme mes lignes, donc quand je somme toutes les valeurs sur toutes les lignes, que je somme sur toutes les valeurs sur toutes les colonnes, je récupère N. Donc en fait, il y a une condition qui est en trop. Donc finalement, on va s'y retrouver, je pense, avec ce modèle-là. Bref,
L'idée, c'est quoi? C'est que je récupère donc on a un certain nombre d'inconnus. Donc en l'occurrence ici, on a une dizaine d'équations et on a une dizaine de paramètres à trouver. Et mes inconnus, ce sont mes L et mes C. Ok. Donc ce que je connais, c'est mes Y et mes E, mes nombres d'observations et mon exposition. Mais je ne connais pas mes L et mes C. L'avantage, c'est qu'avec cette écriture-là, ben, on peut récupérer l'un si on connaît l'autre. Donc en particulier, si jamais je prends la première équation, donc la première équation ici, je peux sortir mon LI, et donc ça me donne que mon LI, ben, ça va s'écrire comme cette fonction-là en fonction de mes CJ. Okay, donc si jamais je connaissais mes CJ, je connaîtrais mes LI. Si jamais je regarde l'autre jeu d'équations, ben, je peux sortir mon CJ, et donc ce que ça me donne, c'est que mon CJ va s'écrire en fonction de mon LI. Donc on se retrouve avec un petit problème un peu tautologique, en tout cas d'un point de vue mathématique qui nous pose un souci, c'est que je peux exprimer un coefficient à condition de connaître l'autre. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas capable d'identifier, en tout cas analytiquement. Sauf que on est capable de le faire numériquement. Et ça, c'est une propriété très simple, c'est juste, il suffit de faire des itérations et d'arriver sur des histoires de points fixes. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est de se dire, bah, je vais m'en donner un. Je vais me donner par exemple CJ. Okay, je vais me donner des valeurs initiales. Si je mets ces valeurs initiales, je récupère ces valeurs LI. Une fois que j'ai mes LI, on va passer à l'équation numéro 2. Je vais récupérer mes CJ. Une fois que j'ai mes CJ, je les intègre ici. Et donc, en bouclant comme ça, on va espérer converger vers un point fixe. Donc, je renvoie vers des cours sur les études de série ou whatever. On peut montrer effectivement qu'on a convergence de ce genre d'algorithme vers des valeurs qui sont solutions. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, on met en place cet algorithme-là. Okay, donc, je vais me donner des valeurs initiales. Donc, encore une fois, désolé. J'utilise mes notations A et B. Okay, donc, je me donne des valeurs pour A. Je vais me donner des valeurs pour B. Okay. Alors, mes valeurs pour A, je mets juste des 1. Okay. Donc, c'est juste histoire de ne pas avoir trop de soucis. Par contre, sur B, je vais rajouter une petite information, c'est que je vais prendre la valeur moyenne. Okay. Donc, le nombre moyen de ce qu'on devrait avoir, au moins pour que, si jamais je fais mon produit, au moins, je me retrouve avec quelque chose. Alors, j'aurai quelque chose d'uniforme, mais dont l'ordre de grandeur sera correct, puisqu'on aura à peu près la probabilité, puisque je fais la somme des N sur la somme des E. D'accord. Donc, c'est vraiment la valeur moyenne, la probabilité d'observer une observation conditionnellement au fait qu'on ait une personne. Ok. Donc, comment je fais ça? Ben, une fois que j'ai fixé mon B, donc mon B était ici. Donc, une fois que j'ai mon B, je vais en déduire mon A. Et une fois que j'ai mon A, je vais en déduire mon B. Et je fais une boucle. Okay. Et je le fais 1000 fois juste parce que, ça ne prend pas de temps, puis autant être sûr qu'on a convergé vers l'optimum et qu'on ne s'est pas arrêté à mi-chemin. D'accord? Donc, j'itère. Et ce qu'on observe, c'est que quand je récupère en sortie mon tableau croisé, donc A multiplié par cette matrice où je fais mon effet ligne et mon effet colonne, bon, on tombe exactement sur notre 14,5. Donc, on tombe très exactement sur ce qu'on avait obtenu avec une régression de Poisson. Donc, on obtient que cette méthode-là coïncide avec la loi de Poisson. Donc, j'ai dû mettre une référence au tout début qui montre effectivement que cette méthode-là coïncide avec la régression de Poisson. Okay. Encore une fois, ce qu'on utilise, ce n'est pas le formalisme de Poisson. Ce qu'on utilise, c'est une des propriétés qu'on avait quand on avait la méthode de Poisson, qui est que la somme en conditionnant sur des facteurs, la somme sur chacun des facteurs coïncide. La somme de ce que je prédis correspond à la somme de ce que j'observe. Donc nous, on utilise cette propriété qui est une propriété de la loi de Poisson comme définition pour notre algorithme. Okay, et en fait, il va s'avérer qu'on converge vers les mêmes valeurs. D'accord. Donc la preuve, elle est quelque part dans les références. Il y en a qui vraiment qui sont intéressés, je vous la passerai. C'est un tout petit peu technique, mais c'est pas très méchant. Ok, donc on a ici cette méthode et l'avantage, c'est que ça peut se mettre en place assez facilement. Donc encore une fois, j'ai pas besoin de mettre en place toute la procédure des GLM. Ben voilà, ça pouvait se faire en tout cas en 1960. Okay. Alors l'avantage, c'est qu'il faut partir de bonnes valeurs pour qu'on converge assez vite. Okay. Mais c'est une méthode qui peut se mettre en place assez facilement. Okay, donc c'est une méthode assez intéressante et qui coïncide justement avec la loi de Poisson. Donc encore une fois, c'est un peu le même message que ce que j'avais sur la régression logistique, c'est que quand on a plusieurs approches présentées dans un cadre complètement différent qui vous donne exactement la même chose que votre modèle, c'est que votre modèle il est robuste. Okay. Donc ça donne encore plus de poids, je pense, à la régression de Poisson, puisqu'on arrive à tomber dessus avec des arrivées complètement différentes. Et donc, on est relativement satisfait. Et on peut d'ailleurs vérifier que ça marche. Mais encore une fois, je ne me suis pas trompé dans mon code normalement. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est effectivement la somme sur les lignes et la somme sur les colonnes. Okay, donc, c'est ce que je fais ici sur mes valeurs prédites. Donc, ce que j'avais noté tout à l'heure, N étoile. Okay. Donc, la somme, par exemple, sur la ligne 1 correspond à 103. Si jamais je regarde sur ce que j'avais sur le nombre d'observations, je récupère la même valeur.
Si jamais je me place ici, je récupère là aussi les mêmes valeurs. Donc, ce qu'on observe, c'est que les sommes sur les lignes et les sommes sur les colonnes, entre les modèles et les observations, coïncident. Donc, effectivement, c'est exactement ce qu'on a fait. Encore une fois, l'algorithme était fait pour ça, donc il ne faut pas non plus être surpris. Okay. En fait, cette propriété, je l'aurais eu même si jamais je m'étais arrêté plus tôt dans mon itération. Hein. Ce n'est pas juste au résultat final qu'on a ça. Par construction, à chaque étape, je dois avoir ça. Donc, mes A et mes B satisfont cette petite propriété. Mais voilà, on a une autre méthode pour arriver à une prévision quand on est sur ces données regroupées. Donc, ça s'appelle la méthode des marges qui avait été proposée par Bailey. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur cette petite digression autour du processus de Poisson, puis on se retrouve sur d'autres sujets un peu quand vous voulez. À bientôt.